Savez-vous ce que c'est qu'un lovable product? Dans cet épisode, je reçois Héloïse avec qui on va parler d'une nouvelle méthode dans le product design qui va avoir un impact fort sur les équipes, les utilisateurs et le produit. Alors on laisse tomber immédiatement le MVP, le Minimum Viable Product, et voici le MLP, le Minimum Lovable Product, qui met en avant le design émotionnel. Héloïse va tout vous expliquer sur son origine, pourquoi elle l'a mis en place, comment elle l'a mis en place et testé dans son agence. Et à la fin de l'épisode, elle vous donne son feedback. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Bonjour Héloïse, comment vas-tu ? Je vais bien, merci Laurent, et toi ? Eh ben, je te remercie beaucoup, ça va aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis tous les deux pour parler d'un sujet de lovable product. Mais avant de commencer, peux-tu te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Héloïse Bonan, je suis passionnée de design digital parce que je le pratique depuis quelques années, mais aussi d'autres types de design, donc par exemple design graphique ou design d'espace. Et j'aime bien me présenter aussi en disant ce que j'aime faire. Donc j'aime beaucoup dessiner et notamment je dessine et je fais des dessins à l'encre. Voilà. Et sinon professionnellement, je suis head of design et je travaille pour l'entreprise BAM depuis plus de 6 ans. BAM étant une entreprise de conseil en développement mobile et web. Et donc quand je suis arrivée, on était 15. Aujourd'hui, on est 130 chez BAM et elle fait partie, cette entreprise BAM, un groupe d'entreprises un peu plus grand nommé Théodo et qui existe pour le coup depuis quelques années et qui regroupe plus de 500 personnes aujourd'hui, donc qui est assez consistant. Voilà. Effectivement. Donc en fait, vous êtes l'agence entre guillemets créative de Théodo, c'est ça, non ? Exactement. Il n'y a pas d'autres designers dans tout le groupe, donc on est alors mon équipe et moi-même, on est 24 depuis hier parce qu'on a eu un nouvel arrivé hier, et donc on est les 24 designers des 500 personnes, donc ça fait beaucoup de travail. D'accord, super. Donc tout à l'heure que je le disais, aujourd'hui on va donc parler de lovable product et en particulier du MLP, donc ce qu'on appelle le minimum lovable product, et avec ton retour d'expérience au sein de ton agence BAM. Pour commencer, pourquoi souhaitais-tu parler de ce sujet aujourd'hui ? Alors, c'est un thème qui commence à émerger dans le monde du product design. J'en ai entendu un petit peu parler, mais vraiment pas beaucoup. C'est encore assez peu développé. Pour autant, ça me tient à cœur parce que, en fait, ça répond à des problématiques que je rencontre au quotidien quand je travaille avec des clients et que j'ai rencontré sur un certain nombre de projets depuis toutes ces années. Et en fait, cette théorie du minimum lovable product m'a vraiment permis de mettre le doigt sur des éléments qui me dérangeaient dans la manière de faire et la manière de travailler qu'on a actuellement, et du coup de trouver en fait une direction pour arriver à mieux concevoir nos produits et surtout les produits digitaux, du coup. D'accord, ok. Peut-être qu'il serait intéressant de faire un point sur la situation actuelle et comment on développe aujourd'hui un produit, on va dire, dans la plupart des entreprises. Donc, en tout cas, du coup, chez BAM, étant une agence, on travaille avec énormément de clients différents. On travaille sur des applications mobiles, des sites web et parfois même d'ailleurs des objets connectés. Par exemple, il y a 1 an, on a développé une application connectée avec des tireuses à bière. Donc ça va vraiment un peu dans tous les domaines, et que ce soit du B2B et du B2C. Et ce qu'on apporte aux clients, du coup, c'est on développe le site web ou l'application, mais on apporte aussi une méthodologie
qui est la méthodologie du Lean, et notamment du coup du Lean UX, qui permet du coup de gagner en vitesse, en qualité et en pragmatisme quelque part. Donc c'est une méthodologie qui est beaucoup plus répandue aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Quand j'ai commencé à travailler chez BAM. Donc aujourd'hui, on la retrouve chez beaucoup de clients, et je pense que beaucoup de gens la connaissent. Le Lean UX est un tout petit peu moins connu, mais est en accord avec le Lean. C'est parfait pour les équipes qui travaillent en agile et donc qui ont des cycles d'itération très courtes. Par exemple, des sprints. Donc chez nous, on fait des sprints de 1 semaine. C'est très très court par rapport à plein d'entreprises. Effectivement. Ouais, c'est très intense, et les clients ont parfois du mal à suivre tellement ça va vite. Mais du coup, en tout cas, l'idée c'est d'aller quand même très vite et de quand même s'appuyer à chaque fois sur les utilisateurs finaux. Donc en fait, nous on fait des sprints de 1 semaine pour volontairement se forcer chaque semaine à prioriser un produit qui serait montrable et testable. Et comme ça, on peut tester toutes les semaines. D'accord. Ah oui, complètement fou, quoi. Exactement. Alors, voilà, c'est assez intense. On n'arrive pas forcément à le faire, je l'admets, toutes les semaines, mais c'est l'idée. Et du coup, pour chaque produit, on commence de manière assez classique sur de la discovery, avec de la user research et de la market research. Après, je le fais en très résumé, parce que je pense que on connaît, mais après, on part sur la conception. Où on va définir un concept produit, on va prioriser toutes les fonctionnalités, faire les user journey, les user flow, etc. Puis on produit, donc on va faire les wireframes, on prévoit les maquettes, on fait les interactions, les edge cases, et on s'intègre avec les équipes de dev qui vont du coup faire le delivery, et ainsi de suite, on itère. D'accord. Et on continue de faire des tests utilisateurs en continu pour améliorer le produit en permanence. D'accord, ok. Donc c'est effectivement, c'est assez classique. Par contre, ce qui est en fait très difficile dans cette approche, c'est que en fait, sortir des produits waouh, c'est compliqué dans le sens où on a beaucoup de contraintes au final. Même si on a c'est une méthodologie qui normalement est prévue pour aller vite, pour être très pragmatique, etc. Il y a quand même beaucoup de contraintes dans le développement du produit. Moi, en les listant, en y réfléchissant, j'en ai identifié 4 principales. Le temps, le budget, les compétences et la complexité. D'accord. Donc maintenant, tu vas nous détailler un petit peu plus ces 4 phases, ces 4 contraintes, en fait. Pourquoi pas. Du coup, pour la partie temps, donc je pense que là, ça va faire écho à pas mal de nos auditeurs, mais du coup, ça arrive très fréquemment d'avoir un jalon fort qui est du coup souvent lié. Alors moi, ce que j'ai observé, les vrais jalons forts qui sont vraiment importants, pour lesquels on peut vraiment pas dépasser la date, ça va être surtout quand tu as des lancements de produits ou des contraintes marketing ou des produits saisonniers. Par exemple, je crois que le jalon le plus fort que j'avais connu, c'était sur la refonte d'une application de rencontre. Et donc, c'est un produit saisonnier dans le sens où il y a des grandes vagues d'utilisation à Noël, à la Saint-Valentin, etc. Et donc, du coup, quand on fait une refonte, il faut l'anticiper et il faut que l'appli sorte avant Noël. Donc voilà, là il y a vraiment pas on peut pas le repousser. En plus, il y a les campagnes de pub qui sortent juste avant, donc vraiment il y a un jalon énorme associé à ça. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui arrive, c'est qu'au début, on se dit qu'on a le temps, 6 mois avant, et au bout de 3 mois, on se rend compte que c'est la panique dans la roadmap, parce qu'il faut prioriser des fonctionnalités qui sont clés, mais on a souvent aussi des choses secondaires à prioriser de type performance ou des bugs à résoudre, parce qu'évidemment, la dette technique, elle augmente quand même. Bien sûr. Et en fait, du coup, ce qu'on dépriorise, c'est les fonctionnalités qu'on va appeler qu'on classifie en tout cas comme secondaires à ce moment-là, mais qui sont les fonctionnalités qui vont apporter toute la personnalité de l'application. Donc, par exemple, moi, ça m'avait marqué, dans ces applications de rencontre, on sort toute une campagne de pub et en fait, on va pas du tout prioriser le fait que la campagne de pub soit cohérente visuellement, alors peut-être pas sur tout, ça c'est une campagne de pub, mais avec l'application. Et donc l'application n'a rien à voir avec la campagne de pub, ce qui peut être un peu perturbant quand on voit les deux du coup.
Ah ouais, tout à fait. Mais moi, personnellement, je l'avais déjà vu, effectivement, qu'il y avait un décalage, justement à cause de ça, parce que, effectivement, comme tu le dis, on a un problème de temps, quoi, et ça correspond pas, ce qu'on vous renvoie à l'image ne correspond pas, effectivement, à l'application. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Exactement. Et du coup, les utilisateurs peuvent être un peu perdus parce qu'ils s'imaginent quelque chose en voyant les pubs et ils installent l'application et ils peuvent avoir un doute sur est-ce que c'est la bonne app, est-ce que c'est le bon univers et ne pas retrouver ce qu'ils recherchent d'ailleurs. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième, qui est aussi assez évidente, c'est les contraintes de budget, évidemment. Étant une agence, on a des clients qui viennent nous voir qui ont des très petits budgets, qui veulent parfois même lever des fonds, présenter un prototype pour montrer à des investisseurs, ou même des grands groupes qui font de l'entrepreneuriat, mais qui du coup n'ont pas forcément un budget illimité parce que pareil, en fait, le produit qu'ils veulent lancer n'a pas encore fait ses preuves. Et dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on va restreindre les ressources utilisées, parfois de manière un peu drastique. Et le cas qui m'est souvent arrivé, avec les designers, c'est que du coup, comme on fait un lancement de produit, on part from scratch, on fait de la discovery, on a plein d'idées super, on fait des choses très créatives. Et en fait, quand on part en production et dans la partie delivery, il y a tellement peu de temps lié au budget. Pour le coup, il y a tellement peu de budget et du coup tellement peu de ressources que le produit qui sort est tellement MVP et tellement éloigné du concept initial que en fait c'est vraiment une coquille vide. Il est fonctionnel, il reste et uniquement ça. D'accord. Et ça nous est déjà arrivé pour le coup, et c'était assez flagrant sur une application de e-learning qui était lancée pareil par une PME. Et on avait construit des mock-ups incroyables sans pour autant partir dans tous les sens parce qu'on avait fait challenger par les équipes techniques. Mais en fait, on a pu développer un tiers de tout ce qu'on avait prévu parce que en temps de dev, ça prenait beaucoup plus de temps. Et qu'on n'avait pas du tout le budget pour prolonger et aller au-delà. Et en fait, dans ce cas-là, c'est déception sur déception, parce que l'équipe est déçue de ne pas pouvoir intégrer le produit Waouh, le client est déçu et les utilisateurs y adhèrent moyennement. Voilà. D'accord. Et ça s'est fini comment ? Il y a une poursuite, par exemple, sur ce cas-là, il y a eu une poursuite du développement en ultérieur ou des choses comme ça, non ? Pas du tout ? Alors, pour le moment, je crois qu'ils sont toujours en phase de test. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a ajusté les maquettes pour que ça rentre, que ce soit quand même un minimum sympa. Mais en tout cas, le produit final est vraiment loin de ce qu'on avait imaginé pour qu'il y ait une énorme traction sur le produit, qui est dans un univers déjà concurrentiel, parce que c'est le e-learning. En plus, ça a adressé des étudiants, donc c'est un public assez jeune. Et donc, il valorise aussi toute la partie émotionnelle. D'accord, ok. Je te laisse continuer, merci. Et donc, la troisième partie, c'est la partie compétences, qui peut être un peu liée au budget au temps, bien sûr, mais là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, parfois, juste, on n'a pas les compétences qu'il faut dans les équipes, parce qu'on n'a pas les ressources en interne, on doit recruter et on trouve pas, ou on pense pas tout simplement à faire appel à ces compétences-là parce qu'on se dit qu'on peut tout faire. Et du coup, dans ces cas-là, il y a souvent un membre de l'équipe qui va être en surcharge de travail ou qui va livrer un travail qui sera pas du tout à la qualité requise. Je pense par exemple, moi, le cas qui m'arrive régulièrement et auquel je pense pas forcément, c'est faire appel à un UX writer. Donc, typiquement, nous, on va produire les textes, mais on ne pense pas forcément à faire appel à un spécialiste. Et parfois, ça peut avoir quand même un impact sur la qualité du texte qui sort. Le truc le plus grave, selon mon point de vue de designer, évidemment, que j'ai déjà vu, on a un projet là avec des clients sur lequel le PO fait les maquettes et les wireframes. Donc il n'y a pas de designer sur le projet. Alors voilà, depuis 1 an, le projet est encore en cours, il existe depuis longtemps. Et donc en fait, c'est assez effrayant parfois parce que du coup on voit des choses qui sortent et qui ne sont pas du tout utilisables, et en plus c'est painful pour les équipes parce que du coup elles doivent tout inventer et elles ont pas de support sur lequel travailler, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et là c'est pas une question de budget, il a du budget, il a du temps, mais il valorise pas les compétences nécessaires, le client. D'accord. Ok. Et le dernier élément, du coup, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que ça saupoudre, ça peut rajouter de la complexité sur les 3 derniers éléments dont je viens de parler,
qui est justement la complexité. Parfois, c'est un thème assez large, mais il y a toujours plus de complexité que ce qu'on pense, et parfois ça peut vraiment nous ralentir ou déstabiliser l'équipe. Quand je parle de complexité, du coup, évidemment, il y a la complexité technique, donc tout ce qui est faisable ou pas techniquement parlant. Pour reprendre par exemple le projet dont je vous parlais tout à l'heure de machine à bière connectée, en fait, il y avait une complexité technique qu'on n'avait pas du tout anticipée au préalable, qui est de se connecter tout simplement avec la machine. Et donc ça prend beaucoup de temps à être développé, et du coup, ça peut ralentir aussi le développement du produit, et du coup, faire qu'on se concentre uniquement sur cette partie complexité technique et qu'on oublie un peu finalement la vision produit et ce qu'on veut amener dans le produit. Après, il peut y avoir d'autres types de complexité, évidemment. Je pense notamment aux complexités business, mais aussi politiques. Ça arrive très fréquemment que, notamment dans les grands groupes, il y ait beaucoup de parties prenantes à convaincre. Et c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément, parce qu'on a l'impression toujours en tout cas chez BAM, on envoie vraiment des CR de tout ce qu'on fait, on implique toutes les personnes qu'il faut dans les ateliers, et pour autant, parfois, ça suffit pas. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a ma directrice de création qui est venue me voir, qui est assez déstabilisée parce que elle a fait une charte graphique pour un grand groupe, un acteur j'ai un trou parce que j'essaye de pas dire le nom, mais du coup un acteur qui fournit des fournitures pour les travaux, et elle a refait toute la charte graphique depuis 3 mois. Ils travaillent dessus, ils ont avancé sur le produit, il y a eu des ateliers de validation avec tout le monde. En plus, c'est une marque blanche, donc c'est encore plus compliqué. Et en fait, la semaine dernière, une des personnes de la marque blanche lui dit non mais ça va pas du tout les couleurs que t'as mises, on veut tout enlever et mettre du gris. Voilà. Et donc elle doit tout refaire. D'accord. Ok, effectivement. Et je suis d'accord avec toi. Le problème politique, c'est vraiment, ça arrive fréquemment, effectivement, comme tu le disais, dans les grands groupes. Et c'est souvent compliqué parce qu'il suffit qu'il y ait une personne, par exemple, qui parte d'un groupe et qu'il y a une autre personne qui la remplace. Et cette personne-là n'est pas du tout satisfaite du travail qui a été fourni en amont. Et là, il faut tout recommencer à zéro. Et vous, agence, voilà, vous n'avez pas le choix, quoi. En fait, vous êtes obligé de le faire, quoi. Et c'est un peu malheureux. Ouais, c'est un peu malheureux d'ailleurs. Mais bon. C'est là, je pense, une des parties les plus dures de notre métier en tant qu'agence, de devoir refaire selon les grés du client, au gré du client. Du coup, un peu pour conclure, ces 4 niveaux de complexité, budget, temps, compétences, du coup complexité, c'est un impact énorme sur les équipes, le produit, les utilisateurs, les clients. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est un impact sur la qualité. Parce qu'on a toujours du mal, et c'est vraiment très compliqué, en fait, tout au long du développement et de la conception de produits, de trouver toujours le juste milieu entre quelles fonctionnalités on priorise, lesquelles on priorise pas, et du coup, comment on se positionne et vers où on va. Et on se pose tout le temps des questions, ou parfois même on s'en pose pas du tout, mais c'est toujours extrêmement compliqué de faire un trade-off, du coup, de faire un choix sur chacune des fonctionnalités, parce que on priorise par rapport à ce qui pense être le mieux au vu des conditions et du contexte. Mais globalement, on est toujours un petit peu déçu, j'ai l'impression, quand le produit est développé, parce qu'il n'y a pas forcément l'effet escompté, l'effet waouh qu'on avait un peu en tête au début, à cause de tout, de cet impact-là et de ces différents niveaux de complexité. Et du coup, si je peux conclure sur cette partie-là, qui est la partie, on sent que je vais amener bientôt mon idée, mais du coup, sur cette partie-là, moi, la conclusion que j'en ai un peu au vu de tous ces clients que j'ai rencontrés, c'est que finalement, on a un peu l'impression que c'est les entreprises qui ont beaucoup de ressources ou de moyens ou de temps qui peuvent vraiment faire du waouh. On a beaucoup de clients qui arrivent, et d'ailleurs qui n'ont pas ça en tête, et qui nous disent je veux faire Uber, je veux faire Airbnb, etc. Et en fait, en 6 mois ou en 4 mois, et c'est pas forcément possible, parce que Airbnb, certes, l'appli est incroyable, et je sais que en tant que designer, on la bench tous énormément, mais ils font de la recherche en continu, ils font des tests en permanence, ils essayent sans cesse de nouvelles choses, mais surtout c'est une équipe de j'ai regardé, mais aujourd'hui ils sont 5600 employés, et surtout le produit existe depuis
plus de 12 ans. Donc ça fait quand même beaucoup de temps, de ressources, de moyens, etc. Pour aller vraiment à la perfection du produit digital. Donc vraiment, la conclusion du coup, c'est que c'est vraiment plutôt ce genre d'entreprise-là qui d'ailleurs représente un peu le marché et qui sont inspirationnels, qui ont en fait la possibilité de faire des produits waouh. Oui, je suis absolument d'accord et je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'elle est souvent prise comme citée en référence par les clients, mais les clients imaginent absolument pas que derrière il y a peut-être une équipe de peut-être 100 designers que, comme tu dis, voilà, ils font de la recherche en continu, il y a des équipes du X writing, du X researcher, etc. Et ça, les clients le savent absolument pas, quoi. Et il y a peu de connaissances. Il y a finalement que les équipes design qui sont au courant de ce fait. Et malheureusement, les clients ne le sont pas au courant. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est Airbnb, quoi. Voilà. Et tout de suite. Et tout de suite, voilà. Exactement. Alors, avant de parler du MLP, aujourd'hui, dans un grand nombre de sociétés, lorsqu'on veut construire un produit ou un service, on parle souvent de MVP. Je voudrais savoir quel est ton avis en fait dessus. Alors, pour être du coup extrêmement claire et précise, je pense que c'est l'ère du déclin du MVP, dans le sens où, pour moi, il y a des problèmes dans le modèle même du MVP. Et d'ailleurs, quand on cherche un peu sur Internet des articles design, etc., sur comment on priorise ou sur le MVP lui-même, on voit qu'il y a beaucoup de remise en question du modèle. Parce que en fait, tout le monde se pose la même question, c'est comment on fait pour réussir un produit, faire un produit waouh, sans altérer la qualité, avec toutes les contraintes qu'on a. Ce qui est quand même la question cruciale à laquelle tout le monde doit répondre, mais aujourd'hui, on n'y arrive pas beaucoup, comme on vient de se le dire. Et du coup, ça veut bien dire que le modèle est pas complet, quoi, aujourd'hui. Et du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, le modèle du MVP, donc ça vient d'une startup. Ça a été notamment beaucoup poussé par Eric Rice. Et pour moi, c'est un problème même de priorisation et de vision. Je pense que donc quand on parle de MVP, on parle tout de suite de une manière de travailler qui permet d'avoir un produit qui est utilisable non pas à la toute fin, donc on travaille pas en tunnel, mais avoir un produit qui soit utilisable et testable tout de suite, donc le plus rapidement possible. Et du coup, au lieu de prioriser d'abord, on fait des fonctionnalités, puis on s'assure que ce soit fiable, puis on s'assure que ce soit utilisable, etc. On fait un peu tout d'un coup. Et comme ça, on itère, et on améliore en permanence le produit pour qu'il soit finalement testable à chaque étape. D'accord. Je pense que beaucoup des auditeurs connaissent le modèle. Après, je préfère quand même donner la petite image qui est la plus souvent utilisée, qui est que j'aime bien quand même, qui est le parallèle entre un MVP et une voiture, enfin, et la conception d'un moyen de locomotion plutôt, ce qui est que en fait quand on travaille pas en MVP, on va et qu'on travaille plutôt en tunnel ou en cycle en V, on va pour faire un moyen de locomotion, on va penser à une Ferrari et du coup d'abord on va créer les roues, après on va faire le volant, etc. Et du coup on a la voiture au bout de X années, donc ça on attend extrêmement longtemps en tant qu'utilisateur. Et d'ailleurs quand elle sort, ça veut pas dire qu'elle marche. Alors que le MVP, comme on cherche à avoir un moyen de locomotion, d'abord on commence par un skateboard, puis une trottinette, puis une petite voiture, puis etc., etc. Donc à chaque étape, on peut tester et on peut avancer, surtout. D'accord. Donc le MVP, il est vraiment concentré sur adresser le besoin de l'utilisateur, le besoin principal. Ça a marché énorme, enfin ça a vraiment très bien marché dans le concept du MVP dans le digital, parce que du coup ça permet aussi d'éviter ce qu'il y a eu à un moment sur beaucoup de sites. Je pense que tu vois de ce dont je parle, Laurent, mais toutes ces fonctionnalités qu'on trouve notamment dans beaucoup d'outils B2B qui sont pas du tout utilisés, et on a un peu l'impression de voir que le haut de l'iceberg alors qu'il y a un énorme paquet de fonctionnalités non utilisées dans le produit quand on le teste. Et du coup, ça évite aussi normalement
en tout cas d'avoir des fonctionnalités non utilisées. Donc notamment cette stat assez connue des 60% des fonctionnalités qui ne sont pas ou peu utilisées dans les produits digitaux actuellement. D'accord. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Alors, le problème, du coup, de ce modèle de pensée, c'est que, du coup, on est toujours concentré sur la potentielle valeur créée pour l'utilisateur. Donc, voilà, le moyen de locomotion, par exemple. Et qu'on ajuste, évidemment, après, par rapport aux besoins business et à la faisabilité en permanence. Et donc, du coup, tous les choix de priorisation qu'on fait, ils sont faits en fonction de ces trois éléments-là, qui est une matrice qui est assez connue, mais qui est donc la faisabilité, surtout technique, la viabilité, donc surtout du coup business, est-ce que le produit va tenir la route et est-ce qu'il va être viable dans le temps, et la désirabilité, donc est-ce que ça va répondre à un besoin utilisateur et du coup est-ce que le produit va être désiré par ses utilisateurs. Et ce qu'on dit, c'est que c'est l'intersection entre ces trois éléments, désirabilité, faisabilité, viabilité, qui fait que le produit réussit. Et donc, voilà, on sort un produit waouh et qui va vraiment bien marcher quand on va le sortir. Mais en fait, le problème, bon, déjà, évidemment, on fait un peu à chaque fois des paris quand on priorise, mais c'est surtout que du coup, ça s'intéresse pas du tout à l'adoption du produit, cette matrice-là. On se pose pas la question, ou alors un peu rapidement, mais comment on fait en sorte que les utilisateurs y reviennent? Qu'est-ce qui va faire que, en fait, ils auront envie d'utiliser le produit? Et même au-delà de ça, qu'en fait, ils pourront plus s'en passer. Et du coup, si on veut vraiment créer un produit qui, à sa sortie, trouve son product market fit, donc qui trouve les bons utilisateurs par rapport à son marché et qui soit adopté, il faut vraiment du coup comprendre ce qui va faire que les gens pourront plus passer de l'outil en profondeur. Donc c'est vraiment une étude assez profonde des utilisateurs et du marché. D'accord. Côté utilisateur, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas adresser tout le monde. Le mieux, c'est de restreindre un petit peu la cible pour qu'on cible vraiment les utilisateurs qui auront un vrai besoin derrière notre produit, mais surtout qu'on arrive à comprendre leurs intentions, leurs motivations et leurs émotions pour arriver à créer un produit qu'ils vont vraiment apprécier. Et côté marché, du coup, on sait que en fait, l'avantage du MVP dont on parle depuis un peu le début, c'est la vitesse. Du coup, ça permettait de sortir très vite un produit en production sur les apps, etc. Mais par rapport à un concurrent. Mais en fait, aujourd'hui, ça suffit plus pour marquer les esprits des utilisateurs. Moi, j'aime bien dire à mes clients parce alors tout le monde veut faire une app, tous les clients veulent faire une app, tous les grands groupes veulent faire une app. Et en fait, oui, c'est bien de faire une app parce qu'on s'inscrit dans le quotidien des gens, mais un utilisateur n'a pas un temps infini. En moyenne, chez les Français, on passe 3,6 heures par jour sur notre portable, sur notre mobile. Et pour autant, il y a, j'ai regardé du coup hier, il y a quand même plus de 3,5 millions d'applications sur le Google Play Store. Donc c'est-à-dire que 3,5 millions d'applications se battent pour 3,6 heures par jour. Et en fait, du coup, il y a de fortes chances que, un utilisateur n'a pas un temps infini, et donc que toutes ces apps finalement, elles sont un peu en concurrence sur l'utilisation et le temps de l'utilisateur. Oui, absolument. Oui. Donc, on n'a pas du tout une concurrence que dans notre marché, en fait, mais on a une concurrence de l'attention de l'utilisateur. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas forcément dans le monde du digital. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dès qu'on comprend qu'on est en concurrence sur l'attention finalement de l'utilisateur, il faut arriver à créer un produit qui attire cette attention-là et pas juste qu'il soit répondre à un besoin et qu'il soit viable. En fait, faut aller ou faisable, faut aller au-delà. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Jaona Zhang, qui est une designeuse incroyable parce qu'elle a travaillé chez Airbnb, chez Dropbox, chez WeWork. Elle a fait plein de choses superbes et elle tire notamment la vision du MLP. Alors, j'ai un doute, je sais pas si je la lis en anglais et du coup il y aura mon accent ou si je vous la traduis en direct. Dis-la en anglais et après tu fais la traduction. Donc, elle dit the minimum viable product was appealing because it was cheap and you could go to the market faster. Donc vraiment c'était intéressant parce que on pouvait aller rapidement sur le marché et de manière en plus assez économique.
But we are not anymore in a world where being the first is enough. If startups truly want to stand out, they need to strive toward creating a minimum lovable product instead. Donc, et là, elle insiste bien pour dire, mais en fait, ce n'est plus suffisant parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être les premiers parce qu'en fait, on ne sera pas les premiers. Vous ne serez pas les premiers. Il y a beaucoup trop de concurrence et beaucoup trop d'idées qui sortent de partout. Et c'est tellement facile et simple de créer un produit digital que vous ne serez pas les premiers. Par contre, si vous voulez vraiment créer un produit qui marque l'esprit, et bien du coup, il faut créer un produit qui soit lovable au lieu de juste minimum valuable product. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est super intéressant et en tout cas, super accent anglais. J'allais te poser la question justement. Non, parfait. Je Merci. fais pas mieux. Alors donc là, on a parlé du MVP et en fait aujourd'hui, donc on veut parler. En tout cas, tu voulais parler du MLP. Donc peux-tu d'abord nous donner sa définition et quelques exemples, s'il te plaît. Alors il y a une définition que j'aime bien, qui est celle de Sam Altman, qui est un designer. Et donc pareil, je vais la faire en anglais et je traduirai, mais qui cite, je cite du coup, the version of a new product that brings the maximum amount of love from your early members with the least effort. Donc en gros, une version ou un nouveau produit qui va amener le maximum d'adoption, enfin de love du coup. Donc ça c'est intéressant. Donc vraiment on va se concentrer sur comment on génère une émotion très forte chez les utilisateurs. Mais alors pas tous. From your early members, donc vraiment on cible d'abord les gens qui vont adopter le produit en premier. Donc vraiment pas tout le monde. Et l'autre partie qui est importante, parce que sinon c'est pas un MLP, c'est with the least effort. Donc en se concentrant quand même sur comment on fait pour rester pragmatique et faire du coup peu d'efforts. D'accord. Ok. Du coup pour donner des exemples dans les produits du quotidien, pour que ça parle vraiment, il peut y avoir un exemple que j'ai déjà vu qui parle, c'est le café. Le café, donc si on cible par exemple des Parisiens ou des touristes qui ont une image d'un Paris un peu romantique, etc. Du coup là, le MLP du café, c'est tous ces cafés qui vont faire du coffee art, je crois que ça s'appelle, les petits cœurs ou les petites feuilles dans les cappuccinos et dans les cafés. Et en fait, ça demande très peu d'efforts, ça prend 2 secondes quand on maîtrise le geste. Et pour autant, ça fait un résultat vraiment très très différent de juste un café qu'on va servir comme ça auprès des clients, des clients finaux. Donc ça, c'est MVP. On sert juste le café parce que c'est viable, c'est ce que l'utilisateur recherche. Et MLP, on rajoute en quelques secondes la petite touche qui va faire que la personne a envie de revenir. Il y a plein d'autres exemples. L'authenticité de certaines décorations de restaurants qui vont faire qu'on se projette un peu plus dans l'univers du restaurant, ou même c'est aussi pour ça qu'il y a autant de chaînes de burgers. Il y a toutes ces chaînes de burgers où ils veulent faire quelque chose de qualitatif et du coup avec des produits qui vont plus venir, qui vont être plus être locaux que voilà surgelés. Alors je réalise en citant les exemples que j'ai parlé que de nourriture. Mais je sais que ça parle à beaucoup de Français, donc je vais rester sur ça. D'accord. Ok. Mais du coup, je pense que c'est, en parlant comme ça, on comprend très très bien la différence. Si on l'applique au mobile, et un des exemples que je trouve qui est le plus marquant parce que ça a vraiment ça a marché énormément, c'est les banques versus les néobanques. Donc quand je parle des banques, donc des systèmes bancaires classiques où on avait des applications de banques il y a quelques années qui étaient vraiment à la ramasse par rapport à toutes les autres applis qu'on a dans le milieu. Et du coup, sont arrivés les néobanques, donc Revolut, Lydia, etc., qui ont fait au début des MLP, mais donc qui ont pas dénigré la qualité, la partie émotionnelle et de leurs produits. Et en fait, du coup, qui ont globalement explosé la lutte, en tout cas en termes d'usage mobile, ces banques, on va dire, plus traditionnelles, et qui ont fait que du coup, ça a marqué leur succès.
et donc ça, je trouve ça aussi hyper intéressant parce que typiquement, les néobanques, elles sont arrivées dans un marché qui était quand même assez saturé. Le marché de la banque, c'est compliqué. Il y a beaucoup, c'est des banques qui sont établies depuis longtemps. Et pour autant, en faisant des produits lavables, eh bien, elles ont réussi à casser le marché. D'accord. Et comment c'est construit en fait le MLP par rapport au MVP alors? Alors, c'est une bonne question. Je pense que donc tout à l'heure, on parlait du framework avec viabilité, désirabilité, faisabilité. En fait, pour moi, ce framework est bon, mais il manque la partie love. Et donc, en fait, il faudrait ajouter lovability, qui serait la quatrième étape, le quatrième point de contrôle, en plus de ces trois premiers-là. Et du coup, qui s'intéresse pas uniquement sur la valeur ou sur un usage donné, mais qui va s'intéresser vraiment aux gens. Donc, on ne voit pas les utilisateurs comme des utilisateurs qui usent et utilisent des produits. On voit les utilisateurs, en fait, comme des gens où on essaie de comprendre ce qui va les marquer et ce qui va faire qu'ils aiment le produit. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, c'est pas du tout une approche, on va dire, très technique, pragmatique, etc. Mais c'est ça qui fait vraiment la différence. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple, lors de tests utilisateurs, on va peut-être poser des questions plus sur la sensibilité ou sur ce qui, par exemple, dans une application de partage, sur ce qu'ils aimeraient partager ou quel choix ils feraient, pourquoi ils feraient ce choix plutôt qu'un autre, ou des choses comme ça? Alors, par exemple, nous, il y a aussi une métrique qu'on a testée depuis un peu plus d'un an, qui est aussi à quel point tu aimes le produit, tout simplement. Et en fait, on a mis des réponses. Alors, on a essayé plusieurs versions. Il y a de 1 à 5, de 1 à 10. Mais c'est pas du tout 1 à 10. C'est j'adore, je n'aime pas du tout. Enfin, c'est vraiment très marqué émotionnellement pour justement arriver à comprendre, déjà avoir leur idée brute. D'accord. De émotionnellement et en termes de lovability, comment les utilisateurs, du coup les gens se positionnent par rapport au produit. En plus, évidemment, des questions sur le besoin, sur est-ce que c'est facile, etc. D'accord, ok, d'accord. Et alors, comment on met en place le MLP alors? C'est une bonne question. Je vais pas te mentir, il y a pas de recette magique. Pour moi, ça reste une théorie qui donne quand même une direction dans la conception de produit. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut se raccrocher et qu'il faut avoir en tête quand on conçoit nos produits. Pour autant, la mise en place, elle est assez complexe, notamment parce qu'on a le modèle du MVP qui est très ancré dans la manière de faire, dans le lean, etc. On a aussi des gens en face de nous qui sont quand même des ingénieurs, potentiellement des développeurs, etc., donc qui ont plutôt une approche, on va dire, assez pragmatique, des équipes produits qui peuvent avoir une approche plutôt business, etc. Donc ça va un peu à l'encontre de tout ce modèle établi. Et en plus de ça, on peut se poser la question, mais c'est quoi? C'est bien beau le MLP, donc créer un lovable product, mais c'est quoi un produit que les gens aiment? Et ça veut dire quoi aimer? Et du coup, comment on le fait en plus en étant rapide et efficace? Parce que si on le fait pas de cette manière-là, c'est pas un MLP, c'est juste un lovable product. Donc c'est assez théorique quand même. D'accord. Et du coup, on a essayé d'appliquer quand même cette manière de concevoir sur des produits chez nous, et notamment dont je vais un peu parler tout au long de mon explication de la mise en place, mais qui est un produit qu'on est en train de travailler, qui est à destination de skieurs. D'accord. On est plutôt satisfait du résultat. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. On a encore des notes sur les stores où il y a des commentaires assez négatifs, mais c'est un travail constant en fait. Et donc du coup, sur ce produit-là, on a essayé d'appliquer ce modèle de MLP. Et les trois points clés qui en ressortent et sur lesquels on s'est aligné avec la CPO de BAM, donc Caroline, c'est que ce qui a vraiment fait la différence, c'est la première étape indispensable, parce qu'on parle d'utilisateurs à chaque fois, c'est évidemment de connaître ses power users. Donc, qui va être les early adopters, qu'est-ce qu'on va cibler, et comment on s'assure quand même de répondre à un problème fort. Parce que évidemment, ça reste quand même crucial. Une fois qu'on a ça, il faut créer un concept
produit, c'est-à-dire qu'il faut que le produit, les utilisateurs comprennent tout de suite à quoi ils servent ou pourquoi il existe, et qu'ils aient ce aha moment de ok, c'est ça le concept de ce produit, et qu'ils le mettent du coup tout de suite dans leur case mentale de ok, ce produit sert à ça. Et donc ça veut dire que derrière, en plus d'avoir un concept produit, il faut être aussi ultra rigoureux sur son concept tout au long des développements. Ça c'est aussi très compliqué. D'accord. Et la troisième étape, mais qui est clé, où là le designer va jouer justement un rôle aussi très important, c'est la mise en place du design émotionnel pour intégrer cette partie lovability dans le produit. D'accord. Donc maintenant, je crois que tu veux développer un petit peu sur ces trois parties pour nous donner plus de détails et une meilleure compréhension, c'est ça ? Avec plaisir. Donc la partie connaître ses power users. Donc en tant que designer, on est évidemment tous sensibles à la connaissance de nos utilisateurs. On veut évidemment, enfin c'est notre objectif, je pense notre mission principale en tant que designer, c'est qu'on ne veut pas créer des produits comme ça, mais on veut créer des produits qui ont du sens. Et du coup, ça veut dire qu'on ne crée pas forcément des produits dans un premier temps pour la masse ou pour un marché très large, mais pour une cible d'utilisateurs bien donnée, dont on connaît vraiment les enjeux et le quotidien. Et sur laquelle on peut vraiment se projeter en tant que designer quand on va concevoir le produit, en tant que designer d'ailleurs, ou tous les autres membres de l'équipe. Mais en fait, c'est compliqué déjà cette première étape de bien cibler une cible d'utilisateur très précise, parce que ça veut dire des sacrifices. Ça veut dire des sacrifices sur, il y a d'autres cibles qu'on va pas adresser, en tout cas dans un premier temps. Et ça peut être très compliqué. Notamment, alors je pense que Laurent, toi aussi, t'as dû connaître ça, mais il y a beaucoup de clients qui me disent oui, je suis lean, je suis pragmatique, j'ai une approche lean. Mais en fait, quand on leur demande, ok, mais alors du coup, on va cibler qui en premier, on va adresser quel marché, etc. Ils me disent, mais en fait, on va faire tout le monde. Moi, ma cible et mon persona, c'est de 18 à 98 ans. Ouais. Et on se dit, ok, alors on part de loin. Ça va être dur. Exactement, ça va être dur. Et en fait, on a beau discuter avec eux, ils veulent pas restreindre la cible parce que ça veut dire qu'ils compromettent en fait certains marchés ou certains personas, et ils veulent pas prendre ce risque-là d'un point de vue notamment business ou go-to-market. Et en fait, ce qui est intéressant, et là je vais reparler de Zhang, qui est la VP qui parlait du MNP tout à l'heure, VP Dropbox. Et en fait, elle dit aussi qu'effectivement, il y a beaucoup de travers dans lesquels tombent les grandes entreprises. C'est qu'elles essaient plutôt de répondre à la question why for the business, donc on va faire ça, pourquoi pour le business, au lieu de dire why for the users. Et ça, typiquement, l'exemple dont je viens de parler, c'est exactement ça. C'est de dire on ne veut pas adresser un utilisateur, mais on adresse en fait des raisons business, en ne priorisant pas. Pour autant, adresser un marché trop large, c'est un risque, parce qu'en fait, au final, on a le risque de répondre aux besoins de personnes réellement. Et là, ça m'évoque. Je sais pas si tu en as lu, Laurent, mais t'as peut-être vu ça passer. Toutes ces éléments sur la négociation. Et notamment, moi, j'ai lu un livre de négociation de Chris Voss, qui est un ancien du FBI, et qui s'appelle Never Split the Difference. Et du coup, ce qui veut dire ne coupez jamais la poire en deux. D'accord. Et en fait, c'est une technique de négociation. Si tu coupes la poire en deux, t'es sûr que derrière, tout le monde va être frustré parce que personne n'a ce qu'il veut. Ouais, je connais pas, non. Je connais pas. C'est hyper intéressant. Utile pour le design aussi, hein, pour les ateliers, notamment avec les clients. Mais du coup, en fait, c'est vrai que si tu veux faire plaisir à tout le monde, au final, souvent, tu fais plaisir à personne parce que tout le monde est juste un petit peu frustré. Et en fait, c'est pareil quand on adresse des utilisateurs et un marché trop large. Et ben, si on veut faire plaisir à tout le monde, au final, on cible personne et donc on fait plaisir à personne. Ouais, je suis là. Voilà. Ouais. Et donc, dans cette appli de ski, par exemple, typiquement, dont je parlais tout à l'heure, en fait, au début, on a ciblé, c'était assez large, donc c'était tous les gens qui se rendaient à la montagne. Et en fait, progressivement, on a affiné. On est passé à des skieurs. Après, c'était des skieurs qui venaient du coup plutôt amateurs, qui viennent fréquemment et qui du coup sont vraiment sur les skis dans les montagnes et sur les pistes. Donc pas forcément ski de rando non plus, etc. Donc vraiment ce type de skieurs amateurs.
Et déjà, c'est beaucoup plus ciblé que tous les gens qui viennent à la montagne. Mais au moins, l'application et le concept dont je vais parler maintenant sont vraiment en accord avec ces personnes-là et leurs besoins. D'accord. Et donc, ça me fait une transition douce vers cette partie concept produit, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui est hyper importante. Dans cette application, une fois qu'on s'est dit ok, on va cibler les skieurs et répondre vraiment à leurs besoins clés, les skieurs amateurs, en fait après il s'agit de bien évidemment discerner quel est le besoin. Et donc là on est allé sur le terrain, on a testé les remontées mécaniques, l'équipe a skié, ils ont fait des interviews avec les gens qui gèrent les remontées, etc. On a fait des interviews avec des gens aussi à Paris qui vont au ski souvent, mais donc on voulait vraiment comprendre du coup leurs émotions et leur contexte d'usage et savoir ce qui était vraiment important et ce qui valorisait dans le fait d'aller sur les pistes et ce qui valoriserait du coup dans l'application. Et au final, on est tombé sur un concept qui est assez fort, qui est la maximisation du temps sur les pistes. Donc toute l'application tourne autour de ça. D'accord. Ah oui, c'est intéressant comme concept, ouais. Exactement. En fait, on crée pas en fait, finalement, l'application, c'est un outil. Donc, c'est pas, pour le coup, c'est un parti pris qui va servir aux skieurs, parce qu'en fait, les skieurs, ils viennent pour le plaisir, ils viennent pour la glisse, ils viennent pour passer un maximum de temps sur les pistes, et le moins de temps possible hors piste. Ils veulent finalement maximiser leur temps à vraiment descendre la montagne et pas faire la queue dans les remontées, pas à chercher, je sais pas, où sont les toilettes, etc., etc. Et donc, du coup, c'est pour ça que notre concept tourne autour de ça. C'est un outil qui permet de maximiser ce temps-là. Et donc, tous les choix de priorisation qu'on fait, ils sont au regard de ce concept-là, qui est un parti pris assez fort de base. Et donc, en fait, tout ça pour dire que ça, c'est l'exemple de cette application. Mais grosso modo, si on doit l'appliquer sur d'autres produits, ce qui est important, c'est de définir, et c'est la deuxième étape, une fois qu'on a bien ciblé nos utilisateurs, quel est le concept, donc quel parti pris et quel scénario produit on va prendre pour avoir quelque chose qui marque les esprits et qui soit vraiment intéressant pour les utilisateurs. Ça n'a pas forcément besoin d'être révolutionnaire, ça n'a pas forcément du coup besoin de plaire à tout le monde, mais en tout cas ça doit avoir un impact, quel qu'il soit, c'est sûr, sur la cible et sur son quotidien. Voilà. Le truc là pour le coup, personnellement, que je trouve le plus difficile, c'est que finalement le concept, on peut le trouver entre guillemets assez facilement, après toute la partie discovery, etc. Mais plus on va loin dans les développements, un produit qui va se développer pendant 2, 3, 6, 10 mois, eh bien on peut perdre un peu de vue ce concept-là et du coup commencer à prioriser des fonctionnalités peut-être plus qui répondent à des besoins plus métiers ou business, etc. Et ça, c'est dommage parce que du coup, on perd le concept. Et je vois beaucoup d'applications où en fait on a le concept au début était très fort et on a rajouté des fonctionnalités et ça devient juste une plein de fonctionnalités. Ouais. Exactement, donc on ne sait même plus trop à quoi ça sert et on sait pas pourquoi elles sont là aussi, ces fonctionnalités. Moi j'ai un exemple, après je suis du coup moins dans la cible, mais à une époque il y avait eu Snapchat qui avait vachement bien marché parce que c'était ultra simple, on prenait une photo, le concept était hyper intéressant, elle se supprimait au bout de quelques secondes et du coup c'était assez sympa parce que ça c'était pas sauvegardé et il y avait une instantanéité de la photo qui était intéressant. Et en fait ils ont rajouté des fonctionnalités jusqu'à perdre finalement beaucoup de public et beaucoup d'utilisateurs du coup perdre aussi d'ailleurs in fine en utilisabilité. Et ça arrive souvent parce qu'en fait voilà, comme tu dis, ça se transforme en usine à gaz et en fait tout le monde a des idées et tout le monde veut les mettre dedans et puis après le produit pour le coup doit être un produit doit rester très simple et adhérer à son concept. D'accord. Et est-ce que tu penses que d'ailleurs par exemple, dans ce cas-là, pour garder des fonctionnalités, on va dire, majeures, est-ce qu'on doit se séparer de certaines fonctionnalités ou de les réduire dans des niveaux inférieurs ? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je suis d'accord avec ton point de vue. Souvent, parfois, le concept peut d'ailleurs un peu évoluer par rapport à ce qu'il était au début parce qu'on va cibler un public peut-être un peu plus large ou alors le produit, en fait, naturellement, les gens vont commencer à l'utiliser autrement.
Et donc, du coup, faut un peu faire évoluer son concept. Et il y a des fonctionnalités, du coup, qui deviennent forcément beaucoup moins utiles et qu'il faut mettre en second plan, voire supprimer. Tu vois, il y a un exemple que j'aime bien, c'est sur WhatsApp, il y a 4 onglets dans la navbar. Alors 5 même d'ailleurs. C'est une appli que j'utilise tous les jours et pourtant je serais incapable de te dire quels sont les autres onglets, peut-être les settings, à part celui des conversations principales. Et pour autant, WhatsApp reste une appli extrêmement simple. Mais malgré tout, il y a quand même 5 onglets qui ne servent je ne sais pas du tout à quoi. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que en fait, au bout d'un moment, on rajoute, même si on reste simple et que les utilisateurs, tu vois, pour moi, WhatsApp c'est simple, et je vois très bien le concept. Il y a toujours un moment où on est quand même tenté de rajouter des choses qui vont un peu dégrader l'expérience. Oui, absolument, tout à fait. Et donc, la troisième partie sur laquelle tu voulais venir, c'était alors, une partie que j'adore, heureusement, parce que en fait, c'est un peu dans le titre, c'est le design émotionnel. C'est un moment fort. Exactement. Le design émotionnel, c'est vraiment hyper puissant, c'est incroyable. Alors pour le coup, on n'a rien inventé. Hein. Je sais pas, mais je travaille beaucoup avec Chantal, qui est la directrice de création dont j'ai parlé tout à l'heure, sur ce sujet-là. Et en fait, on utilise le travail d'Aaron Walter, qui du coup pose pas mal de convictions sur le design émotionnel. En tout cas, ce qui est important pour lui, c'est de dire que le design émotionnel, dans tous les cas, c'est une conception profonde et forte qui doit se faire au niveau du produit, et c'est pas juste on rajoute je sais pas, une paillette, une animation par-ci par-là, et ça reste quelque chose de très superficiel. Pour lui, c'est vraiment un design qui est construit en même temps que le reste du design, et c'est pas du tout du superficiel, parce que c'est pas ça qui va aider à faire de meilleurs produits et des produits qui marquent les esprits des utilisateurs. Il faut qu'il y ait vraiment cette conception centrée du coup autour des gens pour générer des émotions et non autour juste des usages. En fait, ce qu'on a remarqué avec Chantal, c'est que souvent dans la manière de faire et la manière de travailler et la manière d'observer, par exemple en test utilisateur ou en interview ou en Go&C sur le terrain, on va beaucoup regarder quels sont les usages. On va beaucoup regarder quel type d'outils les gens utilisent, etc., etc. Et en fait, on regarde très peu les motivations profondes ou les émotions qui sont ressenties par les gens. Or, même si on a ciblé en plus une cible plus restreinte, en fait, globalement, chaque personne est unique et du coup va ressentir des émotions différentes. Et en fait, c'est ça qu'on a envie de vraiment anticiper et guider dans les interfaces. C'est de travailler, de se dire ok, quelles émotions on veut faire ressentir à mon utilisateur quand il va, quand il va aller sur le produit. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il ressente en voyant mon produit et pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas dire juste je veux faire ressentir de la joie parce que voilà. En fait, non. Si par exemple je fais un produit, donc je reprends mon exemple des skieurs, je fais un produit à destination des skieurs. Là, on est sur notre concept de performance. On va pas partir du coup dans des interfaces où à chaque fois il y a de la joie partout, parce que ça serait vraiment à l'encontre du concept et à l'encontre de ce qu'on veut que la personne ressente. On veut vraiment que ce soit le plus simple possible et maximisé. Donc, les émotions qu'ils doivent ressentir, ça doit être une satisfaction de ok, c'est efficace, je me sens rassurée et il n'y a pas de fioriture, quoi. Clairement dans le design. Tu parlais de WhatsApp. Je crois que l'application au niveau design, on va dire, interface, elle n'a pas changé depuis plusieurs années et ça sert à rien puisque de toute façon, elle fonctionne, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et là, on veut pas que les gens aient de la joie, parce qu'en fait, tout l'objectif de WhatsApp, c'est qu'il y ait des conversations qui soient générées et qu'en fait, cette joie ou pas des conversations, ça peut être aussi de la tristesse qui est changée, mais en fait, c'est les gens eux-mêmes qui la créent et pas l'application. L'application est juste un outil qui met qui est en relation des gens, quoi. Et donc, à ce titre-là, elle s'efface. Absolument. Et pour autant, elle veut pas non plus être complètement plate, dans le sens où sur WhatsApp il y a quand même les petits fonds avec des petits dessins, des petits doodles, mais c'est juste pour amener le petit côté quand même très humain dans les conversations. Absolument, oui. Et donc du coup, nous, ce qu'on a vraiment envie de tirer, c'est pour amener ce côté lovable,
c'est d'avoir vraiment une approche de conception qui soit basée autour des gens et non des utilisateurs. Enfin, le mot utilisateur, du coup, on va le restreindre parce qu'un utilisateur, c'est quelqu'un qui utilise. Et donc, nous, on veut aussi, en fait, pas voir les gens comme des gens qui utilisent, mais juste comme des gens et des individus. Et donc, avoir cette approche très people focus versus, du coup, user focus pour pouvoir beaucoup mieux construire nos produits. Et donc, dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on regarde ? En fait, pour définir une personne, un individu, on va regarder 3 éléments, du coup, sur le terrain. Les usages, quand même, évidemment, donc toute la partie comportementale, mais aussi, du coup, les émotions. Donc, quelles émotions vont être générées, pourquoi, comment, quelles émotions il ressent quand il ou elle fait son travail le matin. Et les valeurs. Dans quel univers de valeurs il a grandi, quelles valeurs il partage, parce que aussi ça c'est évidemment important et ça fait partie des individus et de la construction des individus. D'accord. Pour donner quand même un exemple, du coup sur les émotions, on a construit un produit à destination d'infirmières avec un client. D'accord. Et en fait, là on a vraiment Chantal a vraiment essayé de prendre en compte l'émotion des infirmières quand elle a construit le produit, notamment grâce au design émotionnel. Et c'est hyper important parce que les infirmières, elles ont un contexte hyper compliqué au quotidien. C'est des infirmières libérales. Elles peuvent être amenées à fréquenter des gens qui sont d'ailleurs amenés à mourir. Elles sont confrontées à des gens qui ont des grosses difficultés dans la vie. Elles ont un emploi du temps hyper chargé. Elles vont à droite et à gauche toute la journée. Elles sont plutôt seules aussi face à ça. Et en fait, elles ont globalement un univers de vie très stressant et très particulier par rapport à la plupart des gens, que peu de gens comprennent. Et du coup, dans le produit, on a essayé d'anticiper un peu leurs émotions. Ces émotions-là liées à leur métier et liées à leur quotidien. Et plutôt que de faire un produit très médical, on a voulu que le produit soit un soutien émotionnel pour elles. Et donc, du coup, qu'il y ait, que ce soit une personne aussi qui puisse les aider ou qui leur remonte le moral. Enfin, une personne, c'est pas vraiment une personne du coup, mais un produit, une expérience qui puisse les aider, qui leur remonte le moral, qui leur apporte aussi un petit peu de joie. Et donc, on a tellement amené ce design émotionnel-là dans le produit. Donc, aujourd'hui, c'est un interface avec, si j'essaie d'un peu de l'exprimer, il a beaucoup de rondeur, il a des couleurs chaudes, mais évidemment quand même dans l'univers du médical. Et en fait, on l'a tellement personnalisé, cette interface-là, que c'est devenu une mascotte. Donc, on a on a créé une mascotte qui s'appelle, qui a un nom, qui est utilisé dans le produit. D'accord. Et qui est hyper rassurante. Elle est toute en rondeur, toute choupi, etc. Et donc, du coup, le produit, il a vraiment ce soutien. Il a été créé à partir des émotions de ces infirmières pour anticiper les émotions qu'elles ressentent au quotidien. Et voilà. Donc ça, c'est la partie émotion, mais qu'il faut vraiment envisager, surtout quand il y a des conditions aussi qui peuvent être très particulières. Ça veut dire que tu parlais de mascotte, ça veut dire qu'il y a tout au long des parcours, il y a une mascotte dans l'application qui accompagne les infirmières, c'est ça ? Exactement. D'accord, ok. Exactement. Qui d'ailleurs aujourd'hui est devenu aussi, on a créé des peluches, etc. Donc vraiment maintenant il y a un univers. Mais au début c'était pas du tout anticipé en fait, ça s'est fait progressivement. D'accord. Okay. Et sur la partie valeur, ça reste aussi hyper important dans le sens où les valeurs des gens sont vraiment ancrées en eux et les valeurs elles viennent de leur univers, enfin de ce dans quoi ils ont évolué depuis qu'ils sont petits. Là, ce qui est important de mentionner quand même, c'est que globalement les mentalités ont pas mal évolué avec le changement climatique, les méfiances sur la sécurité des données, etc. Mais aussi et beaucoup avec le Covid. On commence beaucoup plus à s'interroger sur le sens des choses, ce qu'on va faire dans nos parcours, etc. Et du coup, les utilisateurs recherchent beaucoup, beaucoup plus l'authenticité, la durabilité, la sobriété numérique. Et en fait, c'est aussi, faut avoir ces valeurs-là en tête quand on conçoit, parce que si on va à l'encontre des valeurs des utilisateurs,
ça peut aussi créer un produit qui ne marche pas du tout. Si on montre qu'on est, alors je vais aller un peu dans l'extrême, hein, mais on fait pas preuve de durabilité, d'authenticité, qu'on va vraiment dans quelque chose de très marketing, etc., envers une cible qui serait sensible à ça, c'est sûr que le produit ne va pas marcher. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans la conception émotionnelle. D'accord, ok, mais c'est super intéressant. Et ma question, c'est alors du coup, comment on fait pour construire ce MLP alors? Alors c'est une bonne question. En plus de du coup toute cette recherche de concept et cette connaissance plus approfondie des gens qu'il faut avoir, concrètement une fois qu'on a tout ça, en fait, dans la mise en place, une fois qu'on a identifié finalement le lovable, ce qu'il faut arriver à faire, c'est la partie list effort dont on parlait tout à l'heure, donc la partie très pragmatique. Et parce que sinon on mettrait comme Airbnb des années à créer notre produit. Et donc là, il y a quand même une notion de pragmatisme à prendre en compte. Et donc là, en fait, il faut être capable d'être très ingénieux quand on conçoit le produit lui-même. Comment on fait ça? Déjà, évidemment, il faut être cohérent dans l'expérience qu'on conçoit. Évidemment, on ne fait pas de concession du coup sur notre concept. Donc, tous les éléments qui vont aider à mettre en place le concept, il faut les faire. Donc, quand je dis éléments, ça peut même être des éléments méthodologiques. Hein. La user research, on est obligé de la faire. Prévoir un onboarding sur le produit, c'est hyper important parce que sinon, ça crée moins d'adoption. La performance, hyper important. Enfin voilà, il y a quand même plein d'éléments effectivement qui sont évidemment hyper importants. Sur lesquels on ne doit pas faire de concession, pardon. Et après, ouais, plutôt l'inverse. Mais on peut faire des conceptions sur ça d'ailleurs. Et après, il y a tous ces éléments qui vont pousser les émotions, qui sont aussi super importantes. Donc, toutes les expériences plutôt personnalisées, les animations, l'utilisation des gestes, le branding, etc. Donc, tout le design plus émotionnel, justement, sur lequel, en fait, il faut pas non plus faire de concessions dans la limite où ça appuie notre concept, évidemment. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais donc, du coup, tout ce que je viens de dire, ça rajoute des choses dans la roadmap plutôt que ça n'en enlève. Et en fait, du coup, là, ce qui est hyper important, c'est comment on arrive à, malgré ces ajouts, et en fait, à prioriser ces éléments-là. Enfin, déjà, il faut comprendre que c'est important, il faut sensibiliser les équipes à ça. Mais ensuite, faut arriver à gagner du temps ailleurs. Donc, notamment sur des tâches qui ont peut-être moins de valeur ajoutée ou qui sont plus répétitives, etc. Et c'est là où il faut être souvent assez ingénieux. Et nous, autour de cette partie-là, il y a 3 axes qu'on pousse côté design qui sont très, très importants pour nous. La collaboration DevX, donc entre les développeurs et les designers. Le design ops, donc comment on peut aussi gagner du temps et être plus efficace et performant dans nos métiers sur la partie design. Et ce que j'appelle la Triforce produit, donc travailler avec cette Triforce architecte développeur, product manager et designer. Donc travailler à 3. Et vraiment, j'essaie d'inculquer plutôt ça à chaque designer qui rentre dans l'équipe, parce que c'est en fait, il y a que comme ça qu'on peut arriver à créer des choses, à réfléchir ensemble et à créer des produits ingénieux. Donc pour le premier point qui est la collaboration de DevUX, du coup nous la petite astuce c'est que on essaye du coup au maximum d'éviter de travailler en silo. Donc on intègre les équipes techniques à chaque étape de notre conception. C'est-à-dire que quand on fait un atelier UX, on va designer des wireframes, il y a le tech lead qui est là, sachant qu'il aura vu la reco avant pour qu'on lui fasse challenger, parce que dans les ateliers UX, il y a le client, et il la re-challenge après, il revoit les maquettes aussi, on lui remontre, on lui refait challenger, et après, on collabore pendant toute la phase de développement pour vraiment travailler main dans la main et faire des ateliers et de la priorisation ensemble. Et en fait, en faisant ça, on arrive du coup à gagner du temps sur pas mal de choses. Il me semble du coup que tu avais aussi interviewé Cécile qui parlait pas mal de collaboration d'AVX. Oui, tout à fait, absolument. Merci de le préciser. Effectivement, il y a eu un épisode que j'avais fait il y a quelques années avec Cécile Fred-Foucault sur la collaboration dev-designer. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, elle disait la même chose que tu viens de dire, qu'il fallait partager dès le début, en fait,
son travail de designer avec les développeurs et de les mettre immédiatement dès le début de la conception dans la boucle, quoi, en fait. Ouais. Et je partage vraiment son avis. Ça peut être dur parfois parce qu'en fait, on a de la pression. Chacun a aussi ses objectifs de réussir sa production. Mais justement, c'est quand on se dit ça que ça va pas. C'est-à-dire que c'est pas chacun a ses objectifs de réussir sa production. Donc c'est pas les techs qui doivent arriver à développer dans les temps et le designer doit arriver à faire ses maquettes dans les temps. C'est chacun doit travailler ensemble pour que le produit sorte dans les temps. Et ça, c'est dur. Je suis d'accord. Du coup, le deuxième point, c'est le design ops. Donc, dont on parle beaucoup aussi dans le monde du design en ce moment, mais qui est hyper important. Comment on met en place des outils ou des méthodologies ou autres pour gagner en efficacité et en performance en tant que designer, encore plus quand les équipes grossissent ou qu'on est chez un client qui a beaucoup aussi de designers. Chez nous, du coup, là, pour ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un design system, notre propre design system et notre propre librairie de composants qui nous permettent, quand on commence un projet, de pas avoir à tout refaire from scratch. Donc, on a, d'ailleurs, qui est accessible sur Figma, qui est téléchargeable. Mais et du coup, on a gagné un nombre incroyable de temps en systématisant un peu ce design system. C'est une sorte de design system launcher quelque part. On est passé, il me semble, j'avais les chiffres, on est passé de chaque début de projet, on mettait 3 jours à mettre en place tous les design systems, le machin et le truc, et du coup aujourd'hui on met 1h30. D'accord. Donc ça nous fait quand même gagner du temps. Oui, effectivement. Donc là, excuse-moi, par exemple sur ce design system, c'est un espèce de c'est un design system en marque blanche entre guillemets qui va vous faire gagner. D'accord, qui va vous faire gagner du temps de mise en place, quoi, en fait. Exactement, avec quelques composants déjà faits ou des pages même déjà préfaites de type inscription, etc. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a déjà fait plein de fois et du coup, ça sert à rien de passer vraiment beaucoup de jus de cerveau dessus, à moins qu'il y ait vraiment des spécificités métiers fortes ou des dépenses techniques. Ok, donc ce design system, en fait, il est, on peut le trouver, donc tu disais, dans la communauté de Figma, c'est ça ? Ouais, on peut le trouver sur Figma, dans notre communauté BAM. Du coup, si tu veux, je pourrais partager le lien en commentaire. Oui, tout à fait. Tu me le donneras et je le mettrai effectivement en description si certaines personnes ça les intéresse. Certainement, oui, tout à fait, absolument. Et du coup, on réfléchit à ça. Là, on n'a pas encore commencé à travailler dessus, mais dans l'idée, on aimerait aussi sortir des kits d'ateliers, de priorisation, etc. Parce que pareil, on utilise aussi beaucoup tout le temps les mêmes templates. Et en fait, on a vocation à du coup tout systématiser pour faire gagner du temps aux designers sur ces choses-là, pour qu'ils se concentrent vraiment sur comment j'apporte de la valeur à mon client, plutôt de comment je fais juste des belles slides, etc., quoi. Évidemment, dans tout ça, il y a aussi toute la multitude de plugins Figma qui peut faire gagner beaucoup de temps. Et là, pour le coup, on va sortir aussi cette année ce qu'on appelle un design radar. Donc, c'est un élément, c'est une liste de tous les outils qu'on utilise au quotidien chez nous, avec qui on a parfois fait des partenariats même, qui nous permettent justement de gagner du temps. Parce que en fait, on a l'occasion, de par le fait qu'on est une agence de conseil, de tester beaucoup de choses avec beaucoup de clients. Et donc, du coup, on a quand même des convictions assez fortes sur certains outils. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, oui. D'accord. Et donc, du coup, le troisième point dont je parle en dernier, mais en fait, dont j'aurais presque dû parler en premier, à tel point c'est important, c'est la collaboration PM, tech et designer. Enfin, PM/PO, ça dépend un peu du rôle qu'ils ont sur les projets. Mais il y a beaucoup de discussions en ce moment quand on va un peu dans des meet-up, etc., sur la différence entre un PM, un PO, un designer, quel est leur scope, etc. Oui, c'est important de définir ça. Dans tous les cas, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les trois bossent ensemble et qu'ils soient complémentaires dans leurs tâches, dans leur apport sur le projet. Il faut vraiment pas qu'il y en ait un qui prenne le lead et que les autres soient plus en exécutant ou sur les choix produits qui sont faits, parce que c'est que en travaillant main dans la main qu'on arrive à avoir des échanges qui soient vraiment très très pertinents.
sur le projet avec les skieurs dont je parlais tout à l'heure, ils sont tous assis à la même table et enfin vraiment ils travaillent et ils font des ateliers, des réunions ensemble tous les jours, quoi. C'est presque une war room permanente. Et ça, c'est ce qui fait que ça marche. D'accord. Héloïse, est-ce que d'après toi, je suppose que tu vas me répondre oui par rapport à ton expérience, est-ce que c'est long à mettre en place la Triforce au sein de vos équipes? Alors, je vais te répondre oui, mais après, je sais pas si c'est une question de long à mettre en place. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout une question de formation et de mindset des gens. D'accord. Et d'appétence aussi. Mhm. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont propulsés dans un rôle produit, alors qu'en fait, ils sont plutôt une vision business qu'une vision produit. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être un peu plus compliqué de travailler vraiment en Triforce. Après, il faut pas que les gens se marchent dessus aussi. Donc, il faut qu'il y ait une complémentarité entre les trois personnes par rapport à ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment tirer, etc. Donc, je dirais pas que c'est long. Je dirais que c'est plus, en fait, faut trouver le bon équilibre pour que les trois arrivent vraiment à travailler ensemble sans se marcher dessus et en trouvant chacun leur valeur. Donc, c'est surtout une discussion à avoir en début de projet de qui fait quoi et vers où on va et du coup comment on atteint cet objectif et comment on se répartit un peu les rôles pour atteindre cet objectif. D'accord, ok. Et donc pour revenir dans la globalité du MLP, est-ce que c'est plus long à mettre en place qu'un MVP alors du coup? Alors normalement le principe du MLP c'est d'arriver à créer de la valeur et de l'émotion du coup de manière efficace, donc dans le moins de temps possible. Donc du coup théoriquement ça prend pas plus de temps ou pas beaucoup plus qu'un MVP. Après, ce qui est très compliqué et que du coup je vois un peu dans mon quotidien, c'est que en fait c'est pas parce qu'on connaît la théorie qu'on arrive vraiment à l'appliquer dans le temps ou qu'on n'est pas débordé par les contraintes du quotidien pour arriver à l'appliquer. Pour te donner un exemple très concret, j'ai parlé du MLP à notre conférence interne à BAM en octobre, je crois que c'était en octobre, et tout le monde était hyper intéressé, m'a posé plein de questions dans la foulée, qu'importe le métier. J'ai même eu des gens qui m'ont mis des rendez-vous pour qu'on parle de MLP sur leur projet. Mais en fait, après, là aujourd'hui, donc 6 mois après, quand je vais voir sur les projets, finalement, ça n'a pas changé grand-chose le fait que les gens soient éveillés entre guillemets au MLP, parce que c'est hyper dur à mettre en place dans son quotidien et il faut avoir aussi beaucoup de leadership sur l'ensemble de son équipe pour tirer tout ça et savoir le faire. Donc ça, du coup, cette partie-là est assez compliquée. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faudrait presque une personne dédiée entre guillemets qui fasse du lovable, du lovable ouais, toute la journée et qu'il en parle toute la journée quoi, ou qu'elle en parle toute la journée. Presque. Alors c'est effectivement, figure-toi que j'ai même pas pensé comme ça, mais tu me donnes une bonne idée. Et effectivement, du coup, notre directrice de création, elle passe sur certains produits pour challenger la cohérence graphique. On pourrait aussi très bien se dire que, tu vois, elle, dans son métier de designer émotionnel, elle arrive à aider aussi les équipes à avoir le bon discours et trouver le juste milieu sur chaque projet. Et effectivement, avoir une personne dédiée, ce serait incroyable. Ouais, mais c'est du temps et puis même c'est aussi de l'argent quoi. Et donc c'est plus compliqué peut-être. Exactement. C'est peut-être plus compliqué à le justifier aussi. Ouais. Et puis dans l'idée, je veux quand même aussi que les équipes elles aient vraiment en tête ça et que c'est elles qui soient honneur du fait de tirer ça. Donc il y a aussi le risque qu'elles commencent un peu à déléguer ça à cette personne dédiée et que du coup elles aient jamais la réflexion par elles-mêmes quoi. Ce qui est pas ce que je veux. Ouais. Ouais, d'accord, ouais, effectivement. J'avais pas vu ce côté-là. Tu parlais des équipes à l'instant, Héloïse. Du coup, quel est l'impact du MLP, de cette méthode sur les équipes? Il y a un impact assez gros parce qu'en fait déjà, et c'est un peu, je pense qu'on commence à le comprendre un peu dans mon approche, mais tout le monde a un mot à dire sur le MLP. Donc tout le monde peut y contribuer, c'est pas du tout juste le designer qui a la main sur le fait de créer quelque chose, un produit lovable.
Euh, Alors, j'ai dit le mot lovable d'une manière très particulière à l'instant. Je- il faut savoir, Laurent, qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi dans BAM, parce que du coup, je répète le mot lovable toute la journée, et du coup, avec cet accent-là. Donc, quand ils vont écouter le podcast, ils vont à coup sûr se moquer de moi. Ils sont pas gentils, les gens. Exactement. Mais donc du coup, chaque personne peut vraiment finalement avancer dans cette direction-là. Et j'ai un bon exemple sur cette application pour les skieurs. On a du coup on a un concept très fort comme tu l'as compris, et en fait on a le designer de l'équipe, Rémi, a eu l'idée de mettre en place des animations sur la homepage qui soit adaptée et customisée en fonction de certains critères très précis. Donc, s'il neige, sur l'animation, il y aura de la neige. S'il fait nuit, il fait nuit. Si les remontées mécaniques sont ouvertes, ça se voit. Enfin, les remontées bougent, etc., etc. Donc, c'est très très précis. Il y a beaucoup de critères, et c'est quelque chose que normalement on aurait vraiment dépriorisé jusqu'à la fin des temps du produit. Sachant que le produit, il est en cours de développement depuis à peu près, à ce moment-là, ça faisait à peu près 6 mois. Donc, c'est encore les débuts du produit, et on venait de faire une mise en prod. Donc, ça pourrait paraître pas du tout prioritaire. Et en fait, pour l'adoption et le concept, c'est quand même clé. En plus, c'est la homepage, donc c'est hyper important parce que c'est la première image que les utilisateurs vont avoir du produit, une des premières images. Et donc, du coup, là où ils ont réussi à trouver une solution vraiment ingénieuse, c'est qu'ils ont travaillé avec, du coup, le lead tech pour trouver un outil qui se permette de faire ça, qu'ils ont testé ensemble. Donc, en l'occurrence, l'outil s'appelle Rive. Et du coup, on a pu designer, coder, etc., mettre tout ça en place dans le produit en un temps record, et même, du coup, le tirer jusqu'à la mise en production. D'accord. Et tout ça a pris 3-4 semaines. Donc, c'était vraiment extrêmement rapide. Donc, il a été dans les mains de l'utilisateur au bout de 3-4 semaines. Ce qu'on aurait vraiment eu du mal à mettre en place dans avec une autre approche, quoi. D'accord. Donc, ça avait un côté, du coup, pour répondre à ta question, ça peut être hyper excitant, en fait, pour les équipes, parce elles ont vraiment l'impression de travailler ensemble. On a essayé de craquer des problèmes un peu difficiles produits, mais pour faire des choses encore plus cool. Et avancer techniquement aussi dans leur métier, quelque part aussi. D'accord, effectivement, oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, toutes les équipes dans ta société chez BAM sont alignées sur le MLP? Et la question que je sous-entends, c'est est-ce que le changement a été bien accepté par les équipes? C'est une bonne question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait une conférence sur le sujet. En plus de ça, moi le MLP à la toute base, il vient d'un atelier qu'on avait fait avec les équipes design, où je les avais interrogées sur le sens de leur travail et la vision qu'ils avaient du design, pour qu'on en fasse un manifesto que du coup on applique sur chacun de nos projets. D'accord. Et en fait, la synthèse du manifesto, ce que j'en ai, après quelques recherches et beaucoup de théories, j'en ai déduit que c'était finalement cette approche MLP qui nous correspondait le mieux. Et du coup, on est allé hyper loin. On a même fait, donc on a notre manifesto, on a fait des affiches qui sont arrivées la semaine dernière, qu'on va afficher partout dans BAM. Ah. D'accord. Alors, il y a écrit Lovable yet Pragmatic Product. D'accord. Donc voilà, comme ça, vraiment, il y aura ça partout, tout BAM le verra. Mais pour autant, malgré tout ça, c'est quand même un mindset qui est encore, qui est difficile à avoir, parce que c'est quand même plus simple pour tout le monde de juste faire son quotidien et répondre aux problèmes court terme, tu vois, par rapport à toutes les contraintes de temps, de budget, etc., que de vraiment apporter cette vision forte sur les MLP. Et en fait, surtout, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à convaincre les clients, parce qu'on reste quand même une boîte de conseil. Et donc, convaincre les clients, même si eux, même s'ils peuvent être convaincus, ça reste très compliqué comme approche, parce ils sont toujours tentés par mettre juste quelque chose de très pragmatique dans les mains des utilisateurs. D'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi, tu parlais que c'était difficile de le mettre en place avec les équipes. Est-ce que c'est pas juste aussi le fait que les équipes pratiquent depuis très longtemps le MVP, et du coup, elles n'ont pas envie de se sentir en danger, entre guillemets, de sortir de leur zone de confort
pour passer à un niveau supérieur, en l'occurrence vers le MLP. C'est une bonne analyse et c'est vraiment possible que ce soit aussi le cas. Et effectivement, dans ce cas-là, il faudrait que je mette en place une politique, on va dire presque de change ou de go-to-market du MLP dans mon entreprise pour les aider dans la mise en place de ça et les accompagner sur ça. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'elles y adhèrent quand même beaucoup. D'accord. Mais qu'effectivement, l'application peut être plus stressante pour elles. D'accord, ok. Donc, pour terminer l'interview, Héloïse, je voudrais donc te poser la dernière question. C'est quelles sont les réussites dont tu es fière aujourd'hui ? Alors, ça va peut-être paraître un petit peu bateau, mais en tout cas, sur ce sujet, et ça fait un peu écho avec ce que je viens de dire, c'est que, en fait, déjà, quand j'ai trouvé le concept du minimum lovable product et que j'ai commencé à le pitcher, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une adhérence à cette théorie-là et que c'est un mot et un mot-clé qui fonctionne vachement bien, que les gens, en fait, comprennent tout de suite. Et du coup, voir à chaque fois les gens qui ne connaissent pas, qui commencent à avoir des étincelles un peu dans les yeux quand ils comprennent ce que ça veut dire et ils comprennent ce que ça peut changer dans leur manière de faire au quotidien, et qui du coup ils comprennent la force en fait du MLP. Ça, je trouve ça incroyable parce que ça génère aussi plein de discussions hyper passionnantes avec les clients, avec les designers, avec le reste des équipes. Et du coup, je me dis chouette, il y a encore une personne de plus qui est un peu dans cette secte du MLP. Et ça, c'est super cool. Et vraiment, en rendez-vous commercial, maintenant, j'en parle systématiquement pour, pareil, évangéliser un peu ce concept du MLP. Et à chaque fois, les clients, en fait, trouvent ça trop bien. Parce que ils voient que ça peut vraiment changer leur manière de faire sur leurs produits et avoir beaucoup plus d'impact derrière sur les produits qui sortent. Donc, c'est très, très cool. D'accord. Ça fait combien de temps que tu as commencé à le mettre en place ? Du coup, à peu près 6 mois, je dirais. Après, on tirait le design émotionnel depuis beaucoup plus longtemps. D'accord. Mais plus avec moins de stratégie de fond liée au MLP. Mais plus par conviction que le design émotionnel est aussi important pour l'adoption, mais sans avoir vraiment lié tout ça avec la priorisation et du coup le minimum lovable product. D'accord. Et je crois que tu disais que tu m'avais dit en off que tu n'avais pas encore totalement craqué le sujet. Et d'après toi, quelles sont les prochaines étapes en fait pour que tu en parles plus ou que tu le fasses mieux passer auprès des équipes ? Alors, je pense qu'il va y avoir, en plus de toutes ces affiches, etc., il faut que j'arrive à en parler aussi plus en dehors aussi de BAM pour que ça résonne dans une communauté un peu plus large. Ça, c'est très important. Et après, l'étape qui me reste aussi à encore faire, enfin, il y a deux étapes importantes. C'est que du coup, il faut que chez nous, dans mon équipe, il y a la directrice de création dont j'ai beaucoup parlé, qui s'appelle Chantal, qui tire le design émotionnel. Et après, j'ai une autre personne qui s'appelle Charlotte, qui tire toute la partie product design. Et en fait, il faut que ces deux personnes-là arrivent aussi à chacune, du coup, elles vont un peu se découper le problème, parce que Charlotte va essayer de faire en sorte que le produit il soit utilisable et qui réponde à un besoin et qui trouve son product qu'on a appelé user fit, donc et non pas market, pour être en lien avec toute la théorie du MLP. Et il faut que Chantal, elle arrive à incentiver aussi les designers sur le design émotionnel et donc la compréhension, pas comme je disais tout à l'heure, pas être user focus, mais plutôt people focus quand on conçoit les produits. Donc tout ça, après, ça doit glisser aussi sur les équipes. Donc c'est-à-dire qu'elles doivent arriver à se positionner, avoir des convictions fortes aussi sur le MLP. Donc ça, c'est le premier point important. Et le deuxième point aussi important qui reste à faire, c'est qu'en fait, on a la théorie, on a commencé à le mettre en pratique et à le tester, mais en fait, dans les faits, on n'est pas trop capable de dire maintenant, on a un produit en production. Est-ce que c'est un MLP qu'on a sorti ? Est-ce que vraiment les gens l'adorent ? Qu'est-ce que ça veut dire l'adorer ? C'est un peu les questions par lesquelles j'ai commencé. Et comment on peut mesurer qu'en fait, on a réussi à faire un MLP ? Parce que autant un MVP, c'est simple, mais un MLP, j'ai pas encore la réponse à cette question.
pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction tout au long des cycles d'itération via potentiellement même des métriques ou des KPI à suivre. D'accord. Et est-ce que tu penses que le MLP, c'est quelque chose de courant dans d'autres sociétés en France, dans d'autres équipes design? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment fait une énorme étude sur le sujet. Du coup, ça va être plutôt basé sur, quand j'en parle autour de moi, les réactions que je vois. Pour le moment, j'en ai très peu entendu parler. J'ai eu très peu de réactions des clients. Ce qui veut aussi dire, comme si les clients ne connaissent pas, c'est que comme on est toujours en concurrence sur les appels d'offres et autres avec d'autres agences, c'est-à-dire que les autres agences ne leur en ont pas parlé de fait. Donc ça veut aussi dire que du coup elles sont pas forcément expertes sur le sujet. Après il y a eu 2 ou 3 personnes qui connaissaient déjà la chose, mais ça reste très minime. Surtout les gens que je rencontre, je dirais qu'il y en a 80% qui connaissent pas. D'accord, ok, oui. Designer du coup inclus. D'accord, donc ça fait une grosse marge de connaissances, de progression. de progression à faire. Oui. Ouais. D'accord, ok. Et ma toute dernière question, c'était en fait au niveau des ressources. À part Jiaona JZ Zhang qui en a parlé et peut-être d'autres personnes. Sur quoi tu t'appuies pour faire tes recherches, ou est-ce que tu as des ressources à partager avec nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Alors, du coup, effectivement, il y a tout ce qu'elle a écrit et c'est Meetup, etc. Après, nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est Aaron Walter. D'accord. Un grand classique du design émotionnel, qui a ressorti en plus une nouvelle version de son livre il n'y a pas si longtemps. Et en fait, après, évidemment, on fait aussi pas mal d'expérimentation terrain. En comparant aussi des succès projets ou des projets. Mais c'est vrai que pour le moment, à part ces 2 personnes-là qui sont pour le coup qui nous ont vraiment marqué, les autres c'était plutôt des informations, on va dire, de surface, et donc je les ai pas forcément notées. D'accord. Et vos expérimentations, elles sont dans le public, elles sont publiques, on peut les lire quelque part, ou je sais pas, sur un blog, sur un site en particulier, ou quelque chose comme ça? Alors, pour le moment, non. Mais je vais sortir un article de blog sous tes bons conseils à la suite de ce podcast. Donc, ce sera aussi l'occasion d'avoir plus en détail les expérimentations, et puis aussi d'avoir les visuels et les schémas liés à toute la théorie, pour ceux qui ont une mémoire aussi plutôt visuelle, comme moi. Ah oui, tout à fait, oui. Bien, c'est ce que pour expliquer à tout le monde. Effectivement, j'avais proposé à Héloïse d'écrire un article en lien avec ce podcast pour effectivement, comme tu le dis, pour que les gens puissent aussi le relire et puis voir les illustrations que tu as présentées au cours de cette interview. Eh bien, merci beaucoup, Héloïse. C'était vraiment très intéressant ce sujet que je connaissais pas du tout. Et Aaron Walter, je connais, il n'y a pas de souci, mais le MLP, non, pas du tout. Donc, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin ? Alors, tu me prends un peu au dépourvu, mais en fait, surtout te remercier toi. C'est pas forcément simple de suivre ça et d'arriver à avoir aussi à générer tout le bon contenu pour que ce soit clair et compréhensible. Et puis j'espère que ça aura beaucoup d'écho dans la communauté pour que ça se diffuse encore plus. Eh bien, merci beaucoup, Héloïse. Et puis donc, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère que cette nouvelle méthode vous interpellera et que peut-être vous pourrez la mettre en place au sein de votre équipe. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter directement Héloïse sur LinkedIn pour en savoir plus. D'ailleurs, le lien direct se trouve dans la description de cet épisode. Et comme je vous le disais en fin d'épisode, Héloïse a aussi rédigé un article plus détaillé et imagé sur le thème du MLP. Vous trouverez le lien également dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa.
Et surtout, pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. À bientôt sur Design Plus. Salut! Design Plus. Design Plus.